Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Les titres de votre journal, la date du 29 novembre confirmée pour les élections présidentielles et législatives. Le Conseil des ministres de ce mercredi 14 octobre entérine la date proposée en accord avec les partis signataires de la charte de transition. Au cours de ce même conseil, il a été décidé qu'un deuil national sera observé en mémoire des pèlerins décédés au Dja. La mémoire des martyrs tombés en dénonçant le putsch manqué ne va pas être souillée. C'est le cri de cœur de l'ONG Amnesty International qui dévoile les résultats d'une enquête. Il ressort que 6 personnes sur 11 décédées ont toutes reçu des balles dans le dos, une situation qui rappelle la nécessité de la justice pour les victimes et les blessés. Plus de 30 millions de francs CFA pour les populations de Bama durement éprouvées par les pluies diluviennes de cette saison. L'organisation chrétienne Credo a expliqué aux sinistrés le projet qu'elle initie pour les relever de la situation d'urgence, mais aussi à long terme pour éradiquer les inondations dans cette partie du pays. La date du 29 novembre est donc confirmée pour la tenue des élections présidentielles et législatives. Le Conseil des ministres de ce jour a entériné propositions faites en accord avec les partis signataires de la charte de la transition. Souleymane Sanou et Léonore Ouedraogo. C'est confirmé le 29 novembre prochain, les Burkinabés iront aux urnes pour les élections présidentielles et législatives. Pour le gouvernement, les dispositions sont prises pour que les élections puissent se tenir en toute sécurité. Le Conseil des ministres a donc à cet effet adopté 2 décrets. Le gouvernement a adopté la date du 29 novembre 2015 et en conséquence de cela, il y a 2 décrets qui ont été adoptés convoquant le corps électoral pour l'élection présidentielle et le corps électoral pour les élections législatives le même jour. À cette rencontre hebdomadaire, le Conseil a instruit le ministre des Mines et de l'Énergie à relancer les négociations en matière d'exploitation de manganèse au Burkina Faso. Au regard des difficultés que nous avons rencontrées depuis un certain temps avec le projet Tambao, nous avons été instruits avec les collègues du ministère des Finances et du Commerce de relancer les négociations afin de préserver les intérêts du Burkina Faso et principalement les travailleurs qui y sont. Avec le ministre de la Culture et du Tourisme, le Conseil a décidé de la création d'un fonds de développement culturel et touristique. Ce fonds de développement culturel et touristique est tout simplement parce que les 2 secteurs de la culture et du tourisme connaissent depuis un certain temps un certain dynamisme d'un point de vue des acteurs. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons été inscrits comme étant prioritaires, n'est-ce pas, au niveau de la SCAD. Et la SCAD préconise que nous puissions donc développer un certain nombre d'actions qui puissent permettre non seulement de booster ces 2 secteurs-là, mais également de permettre de développer la culture, et également de développer donc le secteur touristique. Le Conseil a par ailleurs adopté une stratégie nationale des frontières et un programme d'appui à la gestion des frontières. Il a aussi décidé d'un deuil national de 3 jours pour les victimes du Hadj 2015 à compter du vendredi 16 octobre. Et puis ce communiqué conjoint apporté à votre connaissance, les ministres chargés de la défense, de la sécurité et des transports informent les conducteurs de véhicules automobiles non munis de plaques d'immatriculation et ceux possédant des vitres fumées ou teintées que pour des raisons de sécurité, ils sont interdits de circulation sur l'étendue du territoire national à compter de la parution du présent communiqué. Les véhicules en importation, en transit ou se déplaçant pour des formalités de douane doivent être munis de documents officiels pouvant justifier ces déplacements. Tout contrevenant expose à des sanctions et aura son véhicule conduit immédiatement à la fourrière. À l'issue du Conseil des ministres, le chef du département des enseignements secondaires et supérieurs s'est prononcé sur la crise qui prévoit à l'université de Ouagadougou. Nous écoutons le professeur Michel Filiga Savadogo. Pour accéder à la cité, il y a des dossiers à déposer, il y a une sélection qui est faite et qui exclut par exemple ceux qui ont déjà fait 2 ou 3 années dans les cités, ils sont plus prioritaires, ainsi de suite. Et le paiement aussi du loyer, je ne sais pas si vous connaissez le montant du loyer, c'est 1500 francs, est préalable à l'accès en cité. Et au regard de cette situation-là, le CENU n'était pas prêt
pour ouvrir les cités aux étudiants. Et voilà, ce qu'on observe, c'est que dans leur impatience, ils ont cassé les portes pour pouvoir y entrer. Il faut que les étudiants eux-mêmes acceptent qu'ils sont des citoyens comme les autres, qu'ils doivent respecter les lois, qu'ils doivent même être des modèles dans la société et tout. En tout cas, ce que je peux dire honnêtement, c'est qu'au niveau du gouvernement, l'unanimité n'est pas d'accord avec ce genre de pratiques-là qui compromettent l'avenir de notre pays. Le directeur général du SENU est nommé par le gouvernement. Le gouvernement est au courant de ce qu'il demande. Le gouvernement avisera, hein, mais c'est trop facile. Là. Ils auraient pu demander le départ du directeur sans casser les cités, etc. La plainte est toujours là, bien sûr. Voilà, le ministre en charge des enseignements supérieurs était interrogé par Souleymane Sanou et Éléonore Ouedraogo. Une autre réaction, et nous sommes à présent à la représentation nationale. Le président du Parlement régional du comité interparlementaire de l'UMOA a été reçu par le président du CNT. M. Janvier Yawedéou s'exprime à sa sortie d'audience. Le peuple burkinabé vient de traverser une période empreinte de difficultés et l'organe du CIP, dans son rôle de prévention de la paix, et a souhaité s'entretenir avec le Parlement burkinabé afin de voir dans quelle mesure se préparent les prochaines élections et l'utilité et notre soutien au niveau du CIP ne devrait pas faire défaut à cela. Notre organe qu'on appelle le CPP, son rôle c'est de s'assurer que tout se passe dans de bonnes conditions et en cas de difficulté, les autres États de l'UMOA sont disposés à apporter du soutien par voie diplomatique. Des propos recueillis pour nous par Amado Ilboudo et Nathalie Savadogo. Amnesty International s'insurge contre une éventuelle amnistie des soldats ayant tiré sur des civils non armés. Une étude de la structure révèle que 6 des 11 personnes décédées lors ont été tuées par balles dans le dos. Les chercheurs de Amnesty International espèrent que les résultats de leurs enquêtes serviront à la commission d'enquête nouvellement installée. Issa Kafando, Ismaël Diloma, Sirima. Amnesty International est contre une amnistie générale pour les auteurs du putsch manqué de septembre 2015. Ils ont abouti à cette conclusion après des enquêtes menées sur 11 des 14 personnes tuées pendant le putsch manqué. 6 des personnes touchées par balle l'ont été dans le dos, ce qui voudrait dire qu'elles ne posaient pas de danger pour autrui ou pour les autres et qu'elles essayaient de s'enfuir parce qu'elles ont été touchées dans le dos. Les éléments du EASP auraient dû savoir que dans des régions à forte agglomération, ce ne sont pas des champs de tir. C'est pourquoi Amnesty International, avec à ses côtés le mouvement burkinabé des droits de l'homme, demande que la lumière soit faite sur tous les crimes opérés pendant le putsch manqué et aussi pendant l'insurrection populaire d'octobre 2014. Ils ont ainsi fait une lecture du décret qui a mis en place la commission d'enquête sur le coup d'État manqué. Je vous conseillerais de regarder notamment les articles constituant ce décret. À aucun moment dans cette commission d'enquête on fait état des violations des droits humains perpétrées durant cette période. Il n'y a aucune référence aux violations des droits de l'homme, il n'y a aucune référence notamment aux personnes tuées et battues durant cette période. Amnesty International a également montré son intention de voir confier les dossiers du putsch manqué à un tribunal de droit ou, à défaut, de juger les civils impliqués dans le putsch par un tribunal civil et non militaire. Dans cette même lancée des droits humains, le département en charge de la question forme une formation axée sur l'appropriation des conventions internationales relatives aux droits humains et ratifiées par le Burkina Faso. L'application n'en sera que plus effective sur le terrain. Les bénéficiaires de cette formation sont entre autres des magistrats et des avocats. Plus de détails avec Hassan Gourabou et Awad Vago. Au nom de
Les conventions internationales et régionales relatives aux droits de l'enfant, des personnes handicapées et de la femme, ou encore le rôle des avocats dans la mise en œuvre des conventions relatives aux droits humains au Burkina Faso, sont autant de sujets qui seront développés au cours de la présente session de formation. C'est une mise à niveau afin de permettre à ces acteurs du système judiciaire de s'approprier les conventions internationales ratifiées par le Burkina Faso en vue de leur application effective. Les acteurs judiciaires, lorsqu'ils sont saisis des procédures judiciaires, très souvent évoquent les dispositions internes. Parce qu'il faut rappeler que ces normes internationales et régionales, lorsqu'elles sont ratifiées, doivent être consacrées dans nos constitutions et dans les lois sectorielles, ce qui est une effectivité au Burkina Faso. Mais la communauté internationale souhaite que ces conventions puissent être également invoquées dans les procédures judiciaires afin qu'on ait une couverture complète de la protection des droits humains. Ce renforcement de capacité est l'une des recommandations faites à notre pays lors de son passage à l'examen périodique universel des droits de l'homme en 2013. Ils estiment que leurs droits à eux sont bafoués. Nous sommes aujourd'hui au 6e jour d'arrêt de travail des employés de la société de placement Exterom Africa de Bissa Gold. Les grévistes ont justifié leur mouvement d'humeur ce matin à Ouagadougou au cours d'une conférence de presse suivie pour nous par Gérard Sommet et Maxime Zongo. Sont concernés par cette grève qui plombe les activités de la mine, les employés d'Exterom Africa, une société de placement auprès de Bissa Gold. Les raisons de ce mouvement d'humeur, selon les délégués du personnel, des conditions de travail inacceptables à leurs yeux. Réellement, c'est une maltraitance qui nous conduit dans cette grève. Le salaire d'une mine doit être élevé. Je vais vous expliquer pourquoi. Je travaille en milieu toxicologique et en milieu cancérigène. L'objectif de cette conférence de presse, prendre l'opinion nationale à témoin sur les conditions déplorables dans lesquelles ils travaillent. Le plus incompréhensible, ont-ils insisté, et dans eux, une gestion opaque de leur situation. Le problème est que premièrement, nous ne connaissons même pas qui est notre employeur exactement. Nous avons signé les contrats avec Exterom Africa, mais nous avons été recrutés par Bissa Gold. Il s'agit légalement d'un problème entre un employeur et ses employés, notamment Exterom et ses employés qui ont été mis à la disposition de Bissa Gold. C'est Exterom qui traite leur salaire. Et vis-à-vis de Exterom, nous, en tant que Bissa Gold, nous avons un contrat et il serait maladroit pour nous. C'est vraiment, nous sommes incompétents pour prononcer sur la question de la justesse du traitement des conditions de ces employés-là. Depuis le 9 octobre, donc, Bissa Gold tourne au ralenti. Une situation qui ne profite à personne. Du côté des employeurs que nous avons rencontrés, on se dit disposé au dialogue. Le même état d'esprit est également perceptible dans les rangs travailleurs. Les regards sont maintenant tournés vers l'administration qui pourrait rapprocher les deux camps. Dans ce genre de situation, ils sont aux premières loges. Les contrôleurs de travail ont fait la mission de veiller au respect de la réglementation dans les entreprises. 22 nouveaux diplômés se disent aptes à relever le défi. Ils s'engagent à travailler avec probité et loyauté. Au-delà des formules consacrées, la prestation de serment était empreinte d'émotion. Yacouba Diallo et Alissa Sanfo. Je le jure. C'est un acte solennel qui couronne 2 années d'apprentissage à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM pour ces 22 impétrants. C'est aussi le début d'une nouvelle carrière. Ils sont désormais des contrôleurs de travail. Et même si leur reconnaissance officielle ne date que de quelques minutes, ils savent que le chemin à parcourir est bien long et fastidieux. Nous sommes conscients que la tâche ne sera pas facile. Parce qu'au regard de ce que nos précédents nous disent, on sait que le travail de contrôleur est assez difficile. Parce qu'il arrive que les travailleurs et les employeurs ne veulent pas
qu'on applique ce que la loi voudrait. Le ministère de la fonction publique, lui, exhorte ces nouveaux recrues à accomplir leur mission, aussi difficile qu'elle soit, dans les règles de l'art. Surtout la conscience professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est avec l'éthique professionnelle, ils ont beaucoup, c'est à eux de faire comprendre aux employeurs quels sont leurs droits, leurs devoirs, ainsi qu'aux employés aussi, ce qu'ils doivent faire et ce qu'il faut. Pour le président de cette audience extraordinaire, cette prestation de serment est un geste simple, mais empreint de symbole. Il engage tous ses contrôleurs à bien remplir leur mission. Le ministère de la fonction publique dans l'ère du numérique. Pour l'heure, il s'agit de faire le point de la phase pilote du e-concours ou l'inscription en ligne. Le projet vise à terme une meilleure organisation des concours de l'administration publique. Explication Latina Ouattara, Jérémy Ouedraogo et Bouma Ernest Nebié. Au cours de cet atelier, les participants vont se pencher sur les différents problèmes liés à l'organisation des concours de la fonction publique et proposer des pistes de solutions. Jusqu'ici, nous mobilisons d'énormes moyens humains, matériels. Et en plus de cela, vous savez très bien qu'il y a des longues files d'attente. Tout ce qui fait que ce n'est pas une chose aisée de s'inscrire aujourd'hui pour prendre part au concours de la fonction publique. Nous pensons que nous devrions innover. La rencontre vise également à faire le bilan du programme e-concours de la fonction publique qui est appliqué seulement au concours de la magistrature. C'est un atelier pour tirer les leçons de l'expérience pilote que nous avons eue cette année pour l'inscription en ligne des concours directs de la fonction publique. Et nous avons choisi un concours particulier, celui de la magistrature, pour lequel il y a eu 1365 inscrits en ligne. Et nous voudrions tirer les leçons de cette expérience et capitaliser pour le futur, parce que nous pensons que l'avenir, c'est dans l'inscription en ligne. L'objectif du programme e-concours, selon ses responsables, est de pouvoir prendre en compte les autres concours de la fonction publique. Venons-en au dossier de cette édition. Les usagers de la route sont devenus plus nombreux avec la rentrée des classes. La police municipale de Sia prend les devants pour limiter les accidents de la circulation et par ricochet fluidifier le trafic urbain. La stratégie a adopté des éléments de police postés à certains carrefours aux heures de pointe. Sur les pas d'une de ces unités, nous suivons Idrissa Warga et Moussa Sanon. 6h30, voici le départ des policiers et les déploiements sur les carrefours jugés à haut risque, surtout pour les élèves en cette période de rentrée scolaire. À 6h30, la mise en place est faite. À 8h, on relève les hommes et on les redéploie pour une autre mission jusqu'à 11h30, 12h. Et ils repartent occuper d'autres carrefours à haut risque pour finir à 12h30, 13h. Et le soir également, à partir de 16h jusqu'à 18h, le temps jusqu'à les élèves se retirent donc de la circulation vers donc leurs différents domiciles. Inscrit dans les activités de rentrée scolaire, ce dispositif de sécurité mis en place par la police municipale de Bobo-Dioulasso pour réglementer la circulation routière et préserver les tout-petits des accidents est bien apprécié par la population. Surtout parents d'élèves comme Léon Pampani rencontrés devant le bloc des écoles Coco. La circulation sur la voie là n'est pas bien, les gens circulent au hasard, d'autres viennent en vitesse alors que les enfants sont là. Donc ce matin je suis venu, je suis très content même parce que la police est en train de mettre les ordres. Ils ont mis les panneaux sur la route aussi, les gens viennent, si les enfants sont nombreux, on arrête la circulation pour que les enfants rentrent dans la classe. Au carrefour du Loc, malgré les faits tricolores pour réglementer la circulation, les policiers municipaux sont là. Une présence qui ne passe pas inaperçue. Moi, j'apprécie ça beaucoup. Voilà, parce que c'est, en tout cas, c'est pas pour effrayer les gens, mais je crois que c'est pour aider les gens à bien circuler, ne pas faire trop d'accidents. Le message que j'ai donc pour la population de la ville de Bobo et tous ceux qui viendraient donc à traverser la ville de Bobo, c'est d'avoir une attention particulière sur les scolaires. C'est très important, c'est des enfants, c'est une couche vulnérable, il faut avoir une attention particulière. Quant aux parents, le responsable de la police municipale de Bobo-Dioulasso rappelle qu'avant de donner des motos aux enfants, qu'ils essaient de les éduquer au cours de la route.
une tâche à laquelle la police entend s'atteler aussi bientôt dans les établissements scolaires de la ville. La répartition spatiale des infrastructures et services sociaux de la région des Cascades est discutée dans celle du centre. Les acteurs sont retranchés à Lumbila avec pour mission de valider l'étude menée à cet effet. Les enjeux dans ce reportage signé de Mokhtar Ouedraogo et Abdul Rasmane Zongo. La région des Cascades est au centre de cette rencontre de validation portant sur la répartition spatiale des infrastructures et des services sociaux de base. C'est une étude qui a consisté à collecter les données qui sont relatives aux infrastructures sanitaires, de l'éducation, les infrastructures liées à l'hydraulique et aussi la répartition des services administratifs afin de déceler les inégalités qui existent entre les différentes provinces d'une même région et les différentes communes dans une même province et aussi les localités. Ce exercice, troisième du genre, intervient après 2 ateliers successifs à Ouagadougou et à Banfoura et vise au finish une meilleure planification spatiale et consolidation des services sociaux de base de la région des Cascades. Je vous l'annonçais en titre, un projet est mis en place pour soutenir durablement les sinistrés de Bama. La zone avait été ravagée en juillet dernier par une pluie qui a, en une seule nuit, détruit 190 ménages. Le projet porté par le Secours chrétien Credo est financé à plus de 30 millions de francs CFA. Drissa Traoré à Hadis Andamba. Mieux vaut tard que jamais, c'est le moins que l'on puisse dire ici. Plus de 2 mois après les inondations survenues dans la commune rurale de Bama, le Credo, l'organisation chrétienne de secours et de développement, vient au chevet des sinistrés. Ainsi, Bakary Sanou, l'un des 190 chefs de ménage touchés par la catastrophe, reçoit ici des kits scolaires pour ses 2 enfants, un kit de santé et une somme de 30 000 francs CFA. Comme lui, tous les autres chefs de famille sinistrés recevront ces kits, des vivres ainsi que la somme de 30 000 francs CFA, et ce pendant 3 mois. Question donc de les aider à sortir de la vulnérabilité. En plus de ces dons, le Credo a mis en place un cadre d'échange pour la maîtrise, voire l'éradication des inondations à Bama, au regard de son caractère récurrent. Il s'agira en fait pour nous de développer ce qu'on appelle l'approche des risques et réduction des désastres, qui consiste à discuter avec l'ensemble des populations, des acteurs, non seulement pour identifier les causes de cette situation, voir ce qu'il y a comme capacité interne sur lesquelles les populations peuvent se baser et voir aussi ce qui manque et comment on peut mobiliser les ressources pour les venir en aide. En rappel, cela fait la 2e fois que le Credo vole au secours des sinistrés à Bama pour la même cause. D'où la nécessité pour l'organisation chrétienne d'associer les populations pour la recherche de solutions durables, surtout quand on sait que l'une des causes des inondations est liée à l'entêtement des populations de toujours rester dans les zones inondables. Les éditions Sidoya peuvent se réjouir. L'ambassade du Japon leur a offert un lot de matériel roulant et informatique d'une valeur globale de 300 millions de francs CFA. Le besoin était criard, à n'en point douter, ce dont vient combler un vide. Le compte-rendu de la cérémonie de remise avec Bouma et Ernest Nebier. Depuis un certain temps, les éditions Sidoya étaient confrontées à un certain nombre de difficultés. Le vieillissement du matériel informatique et de l'imprimerie, l'insuffisance et le mauvais état des véhicules de reportage, selon le directeur général de ce groupe de presse d'État. Arriver à assurer tous les reportages était un cauchemar. Raison pour laquelle, dit-il, il a lancé un cri de cœur à l'endroit de l'ambassade du Japon qui a réagi par ce don que voici. 11 véhicules à 4 roues, 12 engins à 2 roues, du matériel informatique et des kits de reportage. Les éditions Sidoya contribuent beaucoup dans la construction de l'état de droit et la bonne gouvernance. C'est la raison pour laquelle le Japon a décidé de financer ou appuyer les activités de Sidoya. D'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA, ce matériel, qui est un ouf de soulagement pour le personnel, sera utilisé, selon le directeur général, à bon escient. On prend l'engagement d'en faire un bon usage
Parce que si nous ne veillons pas sur ce matériel-là et qu'au bout de 2-3 jours, il est plus ou moins détérioré, on ne pourra pas avoir d'autres soutiens. Il permettra, a dit le ministre en charge de la communication aux éditions Sidoya, d'assurer au mieux sa mission d'information. Que nous disait donc les quotidiens de ce jour, mercredi 14 octobre, réponse avec Sibidi Issa Lankwande qui signe la revue de la presse. Affaire Thomas Sankara, les rapports d'autopsie et balistique remis aux familles des ayants droit. Les morts ont enfin parlé, écrit le soir, pour qui une étape importante vient d'être franchie et lentement mais sûrement, le puzzle est en train de se reconstruire. De ces rapports, l'on sait maintenant que le président Sankara et ses compagnons d'infortune sont morts par balle, confie le quotidien, pour qui la thèse de l'assassinat par arme à feu est confirmée. Et le journal d'ajouter que des éléments de l'ex-RSP sont bien impliqués et que certains d'entre eux sont inculpés et séjournent déjà en prison. Toujours sur le même sujet, l'observateur Palga consacre une interview à l'avocat de la famille du capitaine Thomas Sankara, Maître Benewende Sankara, qui confirme que de nombreux éléments concourent à dire que l'un des corps exhumés en mai dernier serait bien celui du père de la Révolution, quoique les résultats des tests ADN ne soient pas encore disponibles. Des rapports rendus publics à la veille du 28e anniversaire de commémoration de cet assassinat et qui fait espérer tout un peuple, selon le pays. Pour le journal, les motifs d'espoir sont nombreux et pour la première fois depuis ces événements, l'anniversaire se commémore sans le présumé commanditaire et les avancées de ces sont notoires. L'occasion est donc belle pour le Burkina de solder ses comptes avec l'histoire, poursuit le pays, pour qui son aboutissement va permettre de réparer la cohésion sociale brisée le 15 octobre 1987. Et outre le dossier Sankara, les avancées constatées dans les affaires judiciaires doivent permettre de faire la lumière sur tous les autres dossiers de crimes politiques qui teintent de rouge le tissu de notre histoire, conclut le journal. Et puis avant de refermer ce journal, ce communiqué conjoint, les ministères en charge de la défense, de la sécurité et des transports informent les conducteurs de véhicules automobiles non munis de plaques d'immatriculation et ceux possédant des vitres fumées ou teintées que pour des raisons de sécurité, ils sont interdits de circulation sur toute l'étendue du territoire national à compter de la parution du présent communiqué. Les véhicules en importation, en transit ou se déplaçant pour des formalités de douane doivent être munis de documents officiels pouvant justifier ces déplacements. Tout contrevenant s'expose à des sanctions et aura son véhicule conduit immédiatement en fourrière. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve dans quelques instants pour le compte-rendu du Conseil des ministres. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.